Et un rappel alors donc du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, mais sur le terrain, des enseignants refusent-ils vraiment d'adhérer aux valeurs de la République et de les transmettre à leurs élèves? Ou la menace est-elle aujourd'hui telle que certains professeurs ont décidé de baisser les bras, notamment sur les questions de laïcité? Vous êtes invité à réagir sur le compte Telegram d'RT France. On vous pose cette question: transmettre les valeurs de la République, réalité ou utopie? Place à notre débat tout de suite. Et avec nous pour en parler, Gamal Amina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Amina, merci d'être avec nous. Guillaume Bessières, professeur d'histoire, soutien d'Éric Zemmour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Une petite mise au point tout d'abord, aujourd'hui, du ministre de l'Éducation nationale, plutôt bienvenu ou plutôt maladroit, Gamal Amina? Bon, je ne vais pas dire ce que je pense des maladresses qui sont succédées dans ce gouvernement, mais là, effectivement, c'est assez maladroit. Ce qui donne le sentiment que des professeurs seraient pas enclins à vouloir donner les valeurs de la République qui sont, je le rappelle tout de même, un petit peu obligatoires aujourd'hui avec le droit civique. Donc, l'éducation civique plutôt. Donc je pense que c'est un petit peu léger, c'est des rappels qui vont pas bien loin en vérité. Alors vous êtes justement, on le disait, un professeur, certes politisé puisque soutien d'Éric Zemmour, mais tout de même professeur. Quand vous entendez le ministre vous interpeller, vous rappelez qu'il faut rappeler ces valeurs de la République, comment vous réagissez? Alors, tout d'abord, je suis professeur, mais pas politisé. Quand je suis professeur, je ne fais pas de politique. Très bien, c'est bien de le préciser. Tout comme quand on est journaliste, on ne fait pas de politique normalement, donc vous ne faites pas de politique à l'école, c'est bien. C'est ça, je fais même le contraire, j'essaie de pousser les élèves à réfléchir. Alors, je suis très surpris, en effet, de cette déclaration de Jean-Michel Blanquer, qui va, selon moi, vraiment à rebours de ce qui se passe dans le réel. Les professeurs sont plutôt victimes. On vient de voir deux professeurs qui ont été la cible justement finalement de menaces de mort. Donc je ne comprends pas pourquoi Jean-Michel Blanquer choisit de peut-être victimiser les bourreaux, je ne sais pas, mais en tout cas de traiter les victimes que sont les professeurs pour l'instant comme s'ils étaient suspects de ne pas transmettre les valeurs de la République. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un procès d'intention à l'égard des professeurs, vous estimez, de la part du ministre de l'Éducation? Là, je réagis sans vraiment l'avoir analysé, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait cette sortie aujourd'hui. Alors, premier message d'Anatole B sur les réseaux sociaux, Telegram: il faut protéger nos professeurs, les vrais garants de la transmission des valeurs républicaines. Gamal Amina, ce sont les vrais garants de la transmission des valeurs républicaines. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules des professeurs dans un contexte parfois tendu? Est-ce que c'est vraiment leur rôle à eux et de manière exclusive? C'est intéressant qu'on ait un professeur sur le plateau aussi, bien évidemment, la question zémourienne, on en parlera plus tard, mais non, je pense qu'on leur fait peser beaucoup trop de choses sur les épaules pour deux raisons. La première, parce que c'est pas leur rôle, clairement. Les valeurs dont on parle de la République, c'est pas à l'école de les transmettre. J'ai été choqué, moi, par l'éducation civique, j'ai pas compris, parce que j'ai pas connu ça quand j'étais plus jeune. J'ai échappé à ce genre de plaisanterie. On a fait du droit, mais très tard, évidemment. Mais en aucun cas de l'éducation civique. Ça ne veut rien dire. On veut transmettre des valeurs qui sont des valeurs partagées par tous de fait, puisqu'on est citoyen de droit et de devoir. Mais ces valeurs-là on en a peut-être davantage besoin aujourd'hui de les rappeler. Il y avait peut-être moins de questions et de problèmes sur la laïcité Je ne suis pas certain de ça. Le problème, c'est que les questions de laïcité qui sont posées sont des questions qui sont liées à l'exclusion. Simplement, quand on parle de laïcité, en règle générale, on ne cible pas les catholiques. Ils l'ont compris avec la bataille des années 80 avec les écoles privées sous contrat. C'est plus la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir les gens qui sont issus de banlieues dont on imagine qu'ils seraient musulmans, pour la plupart d'entre eux, seraient une sorte de cinquième colonne qui voudrait imposer d'autres valeurs qui seraient alternatives à la République. Et ça n'a pas de sens dans la mesure où, si vous allez à la rue Petit, par exemple, dans le 10e arrondissement, vous avez des tonnes d'écoles juives qui ne posent aucun problème. Et ils ne sont pas incompatibles avec la République. On respecte la loi, c'est un fait. On ne va pas déborder sur le cadre légal, mais on n'impose pas ces règles personnelles à l'extérieur. On se les impose à soi-même. Donc c'est vrai que c'est question de mettre une charge si lourde sur les professeurs pour leur demander d'enseigner des valeurs qui ne s'enseignent pas à l'école, en vérité. Ça s'enseigne ailleurs. Ça, c'est pas compréhensible. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte particulier. On a parlé de cet hommage à Samuel Paty. 98 incidents recensés, notamment cet homme qui est toujours en garde à vue depuis lundi pour avoir menacé de mort le personnel d'un collège dans la Drôme où son fils avait écopé d'un avertissement après avoir crié Allahu Akbar lors d'un hommage de Samuel Paty. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Il y a aussi aujourd'hui dans l'actualité ce couple menacé à Marseille, photo de Samuel Paty à l'appui. Je le répète, une centaine d'incidents relevés. Qu'est-ce que ça dit, Guillaume Bessières?
Ça vous évoque quoi? Alors, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de M. Abina au sujet du fait que les professeurs, on leur demande trop, hein, on leur demande l'éducation, et l'éducation, c'est le rôle de la famille. Donc peut-être qu'il y a eu une faillite à ce niveau-là. Et ce que m'évoquent ces symptômes, donc c'est 98, une petite centaine de cas d'incidents relevés. Recensés, en tout cas, officiellement. Exactement. Eh bien, pour moi, ce sont des symptômes que la France n'est pas apaisée. Et que souvent, on peut entendre dire que Éric Zemmour, lui, essaye de mener une guerre ou de créer une guerre. Mais finalement, il y a déjà un conflit. Il est là. Lui, il met des mots sur les mots. Il constate ce conflit et il l'explique. Il veut en chercher les causes, le diagnostic, pour proposer une solution. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est tout à fait légitime d'en débattre. Mais lui dit, il y a un symptôme. Et donc, pour moi, ces manifestations le manifeste. Oui, en sont l'exemple. L'illustration, en tout cas. Tout à fait. Gamal Amina, votre avis là-dessus? Une centaine d'incidents, cas isolés ou vrais mots de la société, comme on semble le penser chez Éric Zemmour? Non, les mots de la société s'expriment par une chose claire, c'est le caractère de l'exclusion des gens qui vivent en banlieue. En règle générale, alors il y a toujours des petits voyous, des petits imbéciles, des provocateurs. Cette affaire du Monde qui a provoqué le professeur et qui crie à la Wakbar, on sent bien que c'est Géronimo qui parle, ça ne veut rien dire. En fait, félicité par son père qui lui, est quand même un adulte, provocateur. C'est des provocations bêtes, parce qu'ils n'ont pas mesuré la gravité de l'assassinat de cet homme. D'ailleurs, il faut rappeler quand même qu'une femme a été décapitée il y a encore quelques jours, 77 ans, ex-professeur des écoles. Et là, l'homme qui a fait ça est un homme de l'extrême droite. Apparemment, maintenant, il a des problèmes de mémoire, il est tout oublié, mais quoi qu'il en soit, et c'est le même constat que je fais, la barbarie et la barbarie. Alors maintenant, on cherche un sous-jacent religieux qui aurait une sorte de réflexion antérieure ou qui serait organisée. Je tiens à dire une chose ce soir, parce que là, vous parlez, bon, vous êtes très sympathique, aucun problème, mais vous avez rejoint un homme qui ne l'est pas malheureusement et qui a des gros problèmes d'analyse, qui n'a pas le courage de venir parler à des gens dont il parle tout le temps. Je parle des gens comme nous. Moi, je suis prêt à l'attendre sur n'importe quel débat et à ce moment-là, on verra qui aura plus raison d'auteur. Le problème de M. Zemmour, c'est qu'il parle de problématiques qui sont des cas isolés, des cas marginaux, et qu'il met des problématiques en avant qui restent des problématiques marginales. Évidemment que c'est choquant qu'un homme se fasse décapiter, et ça, on ne discute même pas là-dessus. Moi, j'ai un amour des livres, donc je n'accepte pas qu'on vienne violenter un homme qui est là pour donner la connaissance. En revanche, lorsque la France est en train de sombrer avec une dette abyssale, lorsqu'il y a des problèmes par rapport au Covid qui ont tué comme des centaines de milliers de personnes, donc des familles endeuillées, lorsqu'on a l'incapacité chronique de sortir ce pays du marasme dans lequel il s'est enfoncé avec la désindustrialisation, et il en parle. Moi, ce que je reproche à M. Zemmour, c'est quoi? C'est qu'il ne donne pas de réponse. Sa réponse, elle est systématique, c'est la problématique, c'est les banlieues. La problématique, c'est la question des allocations familiales. C'est à la marge, tout ça. Et aujourd'hui, s'il a le courage d'affronter les gens dont il parle tout le temps, il ne le fait pas. Moi, je pense qu'il est courageux, j'espère pour lui. S'il a ce courage, à ce moment-là, je l'attends quand il veut, on pourra débattre. Mais on pourra débattre de vraies questions qu'il n'aborde jamais, parce qu'il n'est pas en mesure de répondre aux questions économiques qu'il ne sait pas faire. C'est un homme qui veut briguer la magistrature suprême et qui vous parle d'incidents marginaux. Je suis désolé, aujourd'hui, les Gilets jaunes ne parlaient pas des banlieues. Les Gilets jaunes, ils ont peur par rapport à ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette. Donc c'est en ça que je dis, ces 98 cas recensés qui arrivent, évidemment, restent des cas soit de provocation imbécile, et il faut les condamner, soit des gens qui sont des totaux ratés, qui ont raté leur vie, et qui n'ont rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on fait de graves fautes ou des bêtises, ou des meurtres en l'occurrence. Et c'est ça qu'on doit poser comme question. Quel est le vrai problème? Est-ce que le problème est lié à une sorte de nature, c'est inhérent à la nature de ces gens, ou est-ce que c'est un problème de fabrication de monstres, la fabrique de monstres en France? Je vais annoncer juste un truc très rapidement. Oui. Il n'y a pas de Babouchistan en France. Et on espère qu'il n'y aura pas de Zemmouristan. Aujourd'hui, on a des zones qui sont exclues. Et ces gens exclus ne rêvent que de vivre dans d'autres quartiers, tous autant qu'ils sont. Alors, on va vous laisser répondre. On fait un petit détour par ce message qui pile dans vos propos. La laïcité, en tout cas selon Cathy, qui nous écrit, est bafouée, elle qui protège nos valeurs républicaines et notre devise de fraternité. Si je vous comprends bien, Gamal Amina, il n'y a pas de problème de rejet de la laïcité, a priori, en tout cas pas de problème ancré sur ce thème en France. Votre réponse, Guillaume Bessières? Là, il y aura un désaccord sur le constat parce que je pense que ce ne sont pas des cas marginaux. Je vois que c'est endémique avec les chiffres de l'insécurité. Vous, votre expérience de professeur, justement. Mon expérience ? Non, mais entre autres. Alors, mon expérience de professeur, c'est vrai que quand j'étais en lycée professionnel, les menaces de mort que j'ai eues, c'était... Alors évidemment... Ah, vous en avez eu ? Oui. Alors, mais pour moi, c'était tellement... c'était finalement... Non, c'était pas normal, j'étais choqué, mais... Je n'avais pas me victimiser, on n'a pas fait de tribune, de choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas la manière dont je conçois la vie.
C'est vrai qu'un homme s'est fait décapiter entre-temps, alors peut-être qu'on a tendance à vouloir se protéger en médiatisant, peut-être en tout cas. Peut-être. Avant ou après d'ailleurs ce crime? Il y en avait... Non, c'était avant. Okay. C'était avant, donc bon voilà, un jeune qui me menace, qui fait le geste de l'égorgement et qui me dit mort aux mécréants. Et un autre, à un moment, qui me dit voilà, sur le Coran, j'ai de fumer dehors. Enfin avec d'autres expressions. Voilà. Donc pour moi, alors j'aime pas trop qu'on parle de la vie personnelle parce que finalement, si quelqu'un n'a pas de soucis, je ne voulais pas vous piéger avec votre vie personnelle, mais ou alors répondez peut-être sur vos tout simplement croyances en général. Mais est-ce que vous, c'est un mal qui existe vraiment? Comment vous analysez ce genre justement de menace, une provocation comme le dit Gamal Abina, ou un mal effectivement plus profond de notre société et on bafoue justement la laïcité? Alors, je crois que c'est un mal plus profond de la société, mais pas parce que j'ai été concerné. Je crois que c'est trop facile de ne s'intéresser à des sujets sociétaux que lorsqu'on les vit. Et c'est pour ça qu'il y a une frange de la population française qui dit il n'y a pas de souci d'immigration, tout simplement parce qu'ils se payent la sécurité. Ils se payent la sécurité. C'est-à-dire que quand on paye des appartements à 12 000 euros du mètre carré. Ah oui, il y a des gens qui sont nantis, quoi, d'accord. Voilà, qui sont nantis. Donc eux, ils disent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'est facile, c'est sûr, quand on est dans ces zones-là, de dire, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr que les communistes disent ça. Ils ne vivent pas dans les beaux quartiers, les communistes. Ah oui, mais justement, le vote communiste, qui était plutôt populaire à une époque, est passé, alors je n'aime pas dire l'extrême droite, mais est passé au Front National. Et c'est pour ça que maintenant, l'électorat de la gauche, finalement, c'est de moins en moins le peuple, et qu'il y a cette volonté, et c'est pour ça qu'on parle d'islamo-gauchisme, qui est un mot un peu fourre-tout peut-être. Bon. Voilà, je comprends que ça soit un peu trop fourre-tout. C'est ridicule, c'est juste ridicule. Moi, je ne pense pas. En revanche, c'est importer des électeurs, ça c'est déjà fait. On a pu voir ça aux États-Unis, et c'est exactement la stratégie de certains partis politiques et d'une mentalité gauchiste. Ok. Je vais répondre à ça? Oui, allez-y, vous êtes là pour ça. Donc l'islamo-gauchisme, c'est un concept abscon qui veut rien dire, qui veut dire que des gens de gauche ou d'extrême gauche, en réalité pas la gauche mais l'extrême gauche, seraient plutôt favorables aux courants musulmans. Mais c'est pas ce qui se passe. L'extrême gauche, on voit bien avec Mélenchon, il a un discours qui est double à la fois. Il est contre le religieux de fait, et il l'a manifesté plus d'une fois, et en même temps de l'autre côté, il a envie d'avoir un vote qu'on va appeler communautaire, pour dire je suis pas le pire, je vais vous aider, je vais calmer les choses. En vérité, l'islamo-gauchisme, c'est de dire que des gens d'extrême gauche seraient en soutien à des islamistes. C'est ça qui est grave. C'est pour ça que je dis que ce terme ne veut rien dire, c'est un terme qui est abscon et qui est surtout disqualifiant. En vérité, les gens d'extrême gauche ne sont pas du tout, très peu croyants, et pas du tout favorables à des courants radicaux islamistes, puisque l'islamisme, si on le situe sur un échiquier politique, c'est plutôt à droite, c'est du conservatisme. Donc en cela, cette idée d'islamo-gauchisme, c'est une façon de disqualifier. Il y a un autre terme qui a été utilisé aussi, l'indigénisme. Alors cela, c'est pour disqualifier les gens qui sont de gauche, mais qui sont contre le néocolonialisme ou le code de l'indigénat qu'on reproduirait dans les banlieues. C'est une façon à chaque fois de dire à des gens qui sont racisés, le terme est valable là-dessus, c'est-à-dire quand on voit ma tête, on sait que je suis pas d'ici, pour dire vous n'avez pas la parole, vous ne devez pas parler parce que vous êtes un indigéniste. Donc tout ça, c'est des méthodes souvent qui viennent d'extrême droite pour disqualifier la personne qui, vous utilisez un terme qui n'est pas du français, se victimise. Le verbe victime, c'est pas victimise, ça n'existe pas, on est d'accord. Ça, c'est un terme qu'on a récupéré des États-Unis, victimisation, ça n'existe pas en France. Donc, quelqu'un qui aurait une posture victimaire. Eh bien, cela, d'abord, on n'est pas des victimes. Il y a une réalité sociale qui existe en France, il y a une exclusion qui manifeste, il y a un mécanisme des décideurs. Je ne parle pas de la population française qui n'est pas concernés. Les décideurs qui font en sorte qu'on reste en banlieue. Je vais vous poser une question qui va être très simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens de banlieue, ils veulent partir de mauvais quartiers, c'est normal. Comme tout le monde. Si on a un peu d'argent, on va là où c'est un peu meilleur. Mais comment se fait-il qu'ils ont été concentrés là-dedans? Monsieur Zemmour prétend qu'il y aurait une fabrication, une colonisation de musulmans. Je réponds à Monsieur Zemmour que si on avait le pouvoir sur les commissions d'attribution de HLM, il y a longtemps qu'on serait dans le 16e. Donc c'est un mensonge. Malheureusement, il manipule beaucoup les chiffres. Quand il dit par exemple qu'il y avait 80% de musulmans dans les prisons, il s'est ravisé parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. C'est plus de 25%, j'allais dire à ce monsieur Zemmour, qu'est-ce qu'on fait de ces 75% d'Européens délinquants? Donc c'est en ça que je vous dis, le problème qui se pose, c'est qu'il a une analyse de choses qui est fausse. Il vous parle de Montreuil qu'il a connu il y a 40 ans, 50 ans pratiquement, dans une situation qui a évolué et qui a gravement dégénéré. C'est ça qui se pose aujourd'hui, excusez-moi pour le langage. Non, mais allez-y, et le mot de la fin déjà, on arrive à la fin de ce débat. Je comprends tout à fait, mais si on importe les banlieues dans le 16e, eh bien le 16e deviendra Montreuil. Et vous dites que l'islamo-gauchisme est abscon, et je suis d'accord avec vous. C'est stupide de la part du gauchisme qui a été très laïcard, anti-chrétien, et pour mettre l'Église à sa place pendant longtemps, de pactiser avec l'islamisme, qui finalement, on les appelle les idiots utiles. Alors, tout le monde est l'idiot utile de quelqu'un. C'est chez Lénine, là, quand même. Exactement, mais il n'a pas tort tout le temps. Eh bien, ce sont des idiots utiles, parce que quand ce sera trop tard, eh bien, finalement, leur rêve d'élection, ce sera sur un chaos total.
Et nous voulons éviter ça. C'est vraiment, nous voulons une France c'est là où j'ai envie apaisée. de vous dire, votre erreur, c'est pour vous, je dis ça, quand vous rejoignez M. Zemmour, c'est qu'il a été éduqué par un Alain Soral. Le mythe de la guerre civile, qui est une obsession, qui est une véritable obsession fausse, se constitue par des peurs qui sont immatérielles. La guerre civile, si vous la regardez, il y a les statistiques, des crimes, vous êtes pour 1000 agressions par jour. Mais ça, c'est réel. C'est de la délinquance. Non, c'était pas. Oui, mais les recoupe-gorge à l'époque, c'était pire, d'accord? Non, pas autant. Ah bah pas si. autant. Mais si vous êtes pro d'histoire, vous savez très bien que les guerres civiles, on l'alimente de l'extérieur. Il faut deux factions armées avec deux idéologies. Aujourd'hui, il n'y a pas de soutien. Ces gens-là, on parle des musulmans de banlieue, n'ont aucun soutien, ni des pays d'origine, ni de personne. Il y a quelques loups blancs, il y a quelques loups solitaires plutôt, qui vont commettre des actions violentes, dont ils savent parfaitement qu'ils vont être abattus derrière. Ils le savent, hein. Donc c'est des suicidaires, et en même temps, c'est violent et gratuit. Mais ça ne mène nulle part. Il n'y a pas vraiment de vraie idéologie. Ce qui est inquiétant en France aujourd'hui, il y a le wahhabisme. Guillaume Bessières, pour vous. Il y a quand même, ils ont un écho. Vous savez auprès ce des qu'est jeunes. le wahhabisme? J'ai un peu étudié, et c'est intéressant de. Il n'y a donc pas d'idéologie. Ça repose sur une feuille. Mais en tout cas, les élèves qui crient, enfin, ou à la Wakba, ou qui s'amusent à gâcher la vie, c'est de la provocation. Oui, mais ce sont eux. Et pour eux, ça rejoint quand même une nébuleuse. Alors, si vous voulez pas appeler ça une idéologie, ça rejoint un fantasme islamiste qui correspond peut-être à une société, à une frange de la société en paupérisation. Mais on n'a pas ça dans le Cantal. Ni dans la Lozère. C'est une autre époque. On va pas faire l'histoire, c'est un peu long. Mais en substance, parce qu'on arrive à la fin, malheureusement, pour conclure rapidement, c'est un long débat, mais ce que vous appelez islamisme, c'est un courant idéologique qui vient d'Arabie, effectivement, et qui est condamnable. Là-dessus, on est d'accord. Le problème, c'est qu'on mélange l'islamisme d'Arabie, des frères musulmans, on mélange tout, on comprend rien à rien. Il y a un islamisme complètement déstructuré, qui est le wahhabisme, comme vous l'appelez, d'accord, qu'on appelle les djihadistes, et un islamisme structuré, qui est frères musulmans et qui est plutôt légaliste. Et eux, ils mélangent les deux. Ils veulent vous dire que le coupeur de gorge, c'est les frères musulmans. Mais c'est pas vrai. C'est très complexe et il faut en parler avec un peu plus d'apaisement. Et de temps. Avec plaisir. La prochaine fois. Merci en tout cas à tous les deux, Guillaume Bessières, Gamal Abina, d'avoir été avec nous.